Oui, bonjour Maître Junior Tshisekedi. Bonjour. Maître, sur le plan des questions que nous avons aujourd'hui dans l'actualité, vous êtes maître, juriste et un analyste politique et un analyste juridique et politique. Nous voulons en fait comprendre, selon vous, quelles sont les différentes considérations de la détention provisoire de Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala, selon vous. Merci beaucoup de la parole par vous nous accorder. Avant de pouvoir donner la réponse à la question posée, il y a lieu de dire que les considérations juridiques de la détention provisoire de l'honorable Vital Kamerhe, il est question ici de faire l'analyse des différentes conditions qui sont énumérées à l'article 27 du Code de la procédure pénale congolaise. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif de la question, il y a lieu de pouvoir préciser d'abord le principe en la matière qui est énuméré à l'article 17 alinéa 1er de la constitution de notre pays telle qu'est modifiée à ce jour, qui garantit le droit de la liberté individuelle à tout citoyen congolais. En fait, ces principes voudraient que tout citoyen congolais puisse jouir de sa liberté, et cela sur l'ensemble du territoire national congolais, sans aucune limite, sans aucune inquiétude, si je peux le dire ainsi. Mais face à ces principes, la détention préventive en est l'exception. Et là, il va falloir faire un tour vers le code de la procédure pénale pour voir alors quelles sont les conditions qui sont énumérées à l'article 27 du code sus-invoqué pour pouvoir donner une réponse face à la question posée. Lorsqu'on fait la lecture de cet article 27 du Code des procédures pénales, il y a lieu de relever des hypothèses. Dans la première hypothèse, là, nous avons des conditions. Donc, primo, il faut que dans les chefs de la personne qui est poursuivie, qu'il y ait les indices sérieux de culpabilité. Et secondo, l'infraction pour laquelle la personne fait l'objet de poursuites doit être punissable d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins. Et lorsque nous prenons d'abord les deux conditions pour essayer de les confronter avec la détention provisoire de l'honorable Vital Kamerhe, il y a lieu d'affirmer que jusque-là, les droits ne pêchent pas. Et lorsque nous prenons à partir de l'alinéa 2 de l'article 27 du Code des procédures pénales, il y a aussi une autre facette ou une autre hypothèse selon laquelle la personne, il est aussi possible que la personne qui fait l'objet des poursuites soit mise en détention préventive même si l'infraction est punissable de moins de 6 mois de servitude pénale, mais supérieure à 7 jours. C'est aussi l'une des hypothèses par laquelle la personne qui fait l'objet des poursuites peut être mise en détention préventive. Et là, dans la seconde hypothèse, il y a aussi certaines conditions, dont primo, lorsqu'il y a la crainte de fuite, par exemple, dans le chef de la personne qui est poursuivie, lorsque l'identité même de la personne est inconnue ou douteuse, ou lorsqu'il y a les circonstances graves et exceptionnelles dans le chef de la personne qui fait l'objet de poursuites. Lorsque nous prenons ces conditions, en commençant par l'identité douteuse, la crainte de fuite, et essayer de les confronter avec la qualité de l'honorable Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, tous nous le savons, que c'est le directeur du cabinet du président de la République. Il y a lieu de se demander si
le ministère public ayant l'instruction pouvait imaginer qu'une telle personne pouvait prendre fuite sur l'enquête judiciaire qui était lancée contre lui. À cette question, nous disons non, vu sa qualité, Honorable Vital Kamerhe ne pouvait pas prendre fuite pour chercher comment échapper face à la poursuite judiciaire qui était engagée ou qui est engagée contre lui. Mais là où le bas blesse, c'est à la dernière condition selon laquelle lorsqu'il y a les circonstances graves et exceptionnelles pouvant entraver ou constituer une obstruction à l'enquête judiciaire du magistrat ayant l'instruction dans cette affaire. Et c'est sur cette condition que nous, à notre niveau, nous estimons que les magistrats qui a l'instruction dans cette affaire avaient jugé opportun de pouvoir mettre l'honorable Vital Kamerhe sous mandat d'arrêt provisoire d'abord, qui aujourd'hui est devenu en une détention préventive. Et là, pour justifier ces mandats d'arrêt provisoire qui est devenu aujourd'hui une détention préventive, l'argument qui est à pousser pour soutenir ceci, c'est que vu sa qualité, le ministère public avait estimé que ça peut empêcher ces derniers de ne pas pouvoir bien encheminer avec son enquête pour pouvoir réunir les éléments pouvant l'aider de soutenir son accusation devant le tribunal compétent devant lequel l'affaire sera portée une fois que le parquet ou le ministère public ayant l'instruction estime qu'il peut saisir le tribunal compétent par la requête aux fins de fixation de la date d'audience. Ok, très bien, Maître Junior. Est-ce que nous pouvons comprendre la différence qui existe entre une détention préventive et une mise en assignation en résidence surveillée? On fait comprendre parce que Vital Kamerhe, c'est quand même quelqu'un de grand dans ce pays. Il pouvait être mis en résidence surveillée, mais pourtant, le droit, en fait, la justice a préféré le mettre en prison. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous donner cette différence entre résidence surveillée et détention préventive? Merci une fois encore pour la question. Oui, pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions, la question de savoir pourquoi à son rang, une telle personne pouvait être arrêtée ou mis sous mandat d'arrêt provisoire comme s'il était toute personne au sein de la société. Là, il faut d'abord commencer à préciser que Honorable Vital Kamerhe ne jouit ni de privilèges de juridiction et encore moins des immunités, les éléments pouvant constituer un obstacle de pouvoir empêcher au parquet ou au ministère public ayant l'instruction de pouvoir le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Revenons-en à la question posée. La différence qu'il faille établir entre une détention préventive et l'assignation à résidence surveillée. C'est clair, pour répondre à cette question, la différence se trouve au niveau de la qualité des personnes. La qualité que peut occuper une personne au sein de la société ou soit la fonction que la personne peut occuper au sein des institutions étatiques de la République. La détention préventive, c'est tout le monde, une personne qui ne jouit pas des privilèges de juridiction et encore moins des immunités une fois que le ministère public estime que cette personne a les indices sérieux de culpabilité dans son chef
on peut le mettre en détention préventive. Et pour l'assignation à résidence surveillée, c'est pour des personnes qui jouissent des privilèges de juridiction ou des personnes qui ont des immunités. Et lorsque vous lisez même la loi organique sur la procédure devant la Cour de cassation, vous allez voir que la détention, il est clairement dit à l'article 76 que la détention préventive est remplacée à l'assignation à résidence surveillée pour des personnes jouissant de privilèges de juridiction. Donc là, s'il faut dire en clair, la différence se trouve au niveau des qualités de personnes poursuivables sur le plan pénal, les qualités qu'ils peuvent avoir au sein de la société. Merci. Merci maître, puisque vous nous parlez des immunités et des privilèges de juridiction. Est-ce que nous pouvons bien connaître la différence qui existe entre immunité et privilège de juridiction? Ok, la question de savoir la différence qu'il y a entre l'immunité et aussi les privilèges de juridiction, là aussi, il faut aller aussi analyser le texte juridique. Lorsque vous lisez la Constitution en son article 100, 107, vous allez voir qu'il est prévu les immunités pour les parlementaires. Disons d'un côté, les députés nationaux, les sénateurs et aussi les ministres, donc disons les personnes, toutes les personnes énumérées à l'article 153 de la Constitution, toutes ces personnes jouissent de privilèges, sont bénéficiaires des privilèges de juridiction. La différence se trouve à quel niveau? Les immunités, normalement, ne protègent que la fonction qu'exerce une personne au sein des institutions politiques. Lorsque vous lisez la disposition invoquée ici, là, notamment l'article 107 de la Constitution, vous allez voir que cette disposition ne protège pas en soi la personne. Par exemple, un député, lorsqu'il est à l'hémicycle en train de mettre son point de vue dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, dans ces cas d'espèce, il jouit des immunités qui ne protègent pas sa personne, mais plutôt la fonction qu'il est en train d'exercer au sein des institutions politiques. Et dans la même logique, lorsque nous prenons aussi la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, donc la Convention de Vienne de 1961, vous allez voir à l'article 31 de ce texte juridique, il est fait aussi allusion là aux immunités, mais cette fois-ci, les immunités des agents diplomatiques. On dit que ces personnes ne peuvent pas faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État accréditaire, tant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Mais quant à ce qui concerne le privilège, les privilèges, je dirais que c'est un statut que la loi octroie à une personne pour protéger la personne et non d'abord la fonction que peut exercer une personne au sein des institutions étatiques. Mais là, ça protège plus la personne ou soit la qualité que peut avoir la personne. C'est ça l'élément qui fait allusion au privilège des juridictions. Merci beaucoup pour... Oui, très bien, merci maître Junior Tshisekedi, puisque nous avons aussi un peu d'amalgame sur le plan des relations bilatérales entre l'UNC et l'UDPS. Depuis un temps, il y a vraiment eu une montée en puissance des batailles entre les deux parties. Nous voulons en fait savoir un peu quelle est la nature juridique qui existe dans l'accord entre l'UNC et l'UDPS.
Oui, merci pour la question. La question de savoir la nature juridique de l'accord qui lie l'UDPS et l'UNC. Selon les dires d'autres personnes, il semble que l'accord liant l'UDPS et l'UNC c'est un accord juridique. Mais quant à ce qui me concerne, moi, je dis que cet accord, d'abord, c'est un accord politique. Et l'autre question qu'il faille soulever pour savoir la conséquence qui peut découler de l'inexécution de l'une des parties selon les clauses qui sont définies dans cet accord, notamment l'alternance de la candidature au niveau de la présidence en 2023, l'une des clauses énumérées dans cet accord. L'inexécution de l'une des parties, quant à ce qui nous concerne dans notre point de vue, ne lie pas ou n'aura pas de conséquences sur le plan des droits. Parce qu'à notre avis, nous affirmons que ça, ce n'est qu'une simple convention et qui n'a pas des incidences négatives sur le plan des droits. Parce qu'une convention, deux personnes ou plus de deux personnes peuvent s'entendre et se fixer un objectif pour lequel ils vont poursuivre. C'est le cas entre l'UDPS et l'UNC qui se sont fixés l'objectif d'aller remporter les élections présidentielles, les élections législatives nationales et aussi provinciales. Donc, vous allez voir que une fois que les clauses qui sont définies ou qui ont été définies dans un accord et que l'une des parties n'est pas en mesure de pouvoir respecter les différentes clauses qui sont énumérées dans cet accord, ça n'aura pas de conséquences négatives sur le plan des droits. Voilà pourquoi nous disons que cet accord n'a rien à voir sur le plan des droits, mais ce n'est qu'une simple convention qui lie les partis qui ont voulu se faire lier par cet accord pour poursuivre les objectifs qu'ils se sont assignés depuis le Kenya à Nairobi, dans le pays de Uhuru Kenyatta. Merci maître. Alors, vous pouvez donner un mot de la fin à nos téléspectateurs. Pour donner les mots de la fin, c'est juste pour remercier tout le monde qui s'est donné ce luxe de pouvoir nous suivre pour pouvoir donner un point de vue sur les considérations juridiques de la détention préventive de l'honorable Vital Kamerhe. Je pense que cette émission a aussi pour rôle de passer pour essayer d'éclairer l'opinion sur les différentes questions d'ordre juridique, d'ordre politique qui seront d'actualité dans notre pays. Voilà la raison d'être de cette émission et à chaque fois, nous allons commencer à passer, s'il y a les questions d'actualité qui se soulèvent, nous allons aussi passer pour pouvoir éclairer l'opinion là-dessus. Nous avons dit et nous vous remercions.